Hello les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui dans la tournée Spark 360. On a commencé cette année fort. Hier, on était avec le champion d'exception. Aujourd'hui, on est avec Angelo, un athlète exceptionnel qui va être en direct avec nous, qui va nous partager son histoire. Incroyable, ça va juste être un moment magique. Donc merci à vous les amis d'être là, de nous suivre. L'année dernière, on a réalisé plus de 70 interviews avec des sportifs de haut niveau. 2022 s'annonce vraiment exceptionnel. Donc ça va être le feu. Donc j'espère que vous m'entendez, que vous êtes en direct. Angelo, si tu te connectes en bas, tu peux demander à rejoindre le live. Je vais regarder pour t'inviter. Sinon, donc tu peux en bas. Alors est-ce que je te trouve? Alors hop. Alors j'ai vu l'invitation. Yes. Alors. Ok. Salut Angelo. Salut, ça Tu va? m'entends? Oui. Magnifique, magnifique. Écoute, nickel, on est bien là. Ben, merci à toi d'être avec nous en direct, Angelo. Ça me fait vraiment très, très plaisir de partager ce moment avec toi, d'avoir découvert tout ce que tu faisais d'exceptionnel. Et merci de ton temps. Je sais que ton temps est précieux. Comme tu me disais, nouveau papa, plein de projets en cours. Donc vraiment un grand merci à toi. Si vous êtes là avec nous en direct ou si vous voyez ce replay, ça va être de la bombe. Angelo, donc tu me disais, tu as joué pendant 10 ans au basket au plus haut niveau. Ouais. Tu as été aussi un pionnier dans le 3-3. Tu nous expliqueras aussi ce que c'est. Maintenant, entrepreneur, tu interviens aussi dans des plateaux télé où tu présentes des matchs. Donc, tu as plein de choses à ton arc. Je vais te laisser te présenter, nous dire qui tu es et qu'est-ce que tu fais. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je suis Angelo Tsagarakis. Déjà, merci beaucoup de m'avoir invité. C'est un honneur pour moi. J'apprécie beaucoup le projet que tu as de mettre en avant différentes personnes, des gens qui sont peut-être méconnus du grand public ou qui ont une belle histoire à raconter. Donc déjà, Merci. 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 Je te souhaite de joyeuses fêtes, hein, et tous mes meilleurs voeux pour 2022. Et puis, je souhaite bien De... entendu tout le meilleur à tous ceux qui vont écouter ce live et qui le regarderont par la suite. Donc, Merci moi, beaucoup à toi. en ce qui me concerne, j'ai été sportif à très haut niveau pendant longtemps. J'ai désormais 37 ans et on va dire que je me suis discrètement éloigné des parquets. La pandémie m'a permis de le faire discrètement aussi parce que j'étais dans cette période où j'étais en train de réfléchir à un timing de retraite sportive et quelque part, j'ai pas eu besoin d'y réfléchir, ça s'est fait tout seul. Et j'ai un parcours atypique puisque au-delà de mes années de carrière en Europe en basketteur professionnel, j'ai surtout été aux États-Unis pendant 6 ans où j'ai poursuivi un double projet. J'ai pu poursuivre mes études en même temps que je me préparais à rentrer dans le professionnalisme. Et c'est pas évident parce qu'en France, et tu es bien placé pour le savoir, que ce soit avec le rugby, tu sais, tu dois avoir des amis handballeurs, les basketteurs, les footballeurs, peu importe. Quand on veut poursuivre des études de haut niveau et être dans le sport de haut niveau, c'est extrêmement compliqué. C'est chaud. Il n'y a pas vraiment, si tu veux, en tout cas pour atteindre le très haut niveau des études, hein, c'est très compliqué. Parce que tu as les sports-études, tu as l'INSEP, tu as plein de structures, mais ça s'arrête au bac. Tout ce qui est post-curriculum bac, c'est des diplômes court terme à distance, 2 ans, 3 ans, ou alors il faut avoir une rigueur dans le travail qui demande beaucoup de sacrifices. Et quand tu es avec 2 entraînements par jour, les déplacements et tout ce qui va avec l'entretien de son corps et le travail qui est nécessaire au-delà du terrain, généralement, tu n'as ni l'énergie ni la volonté pendant 3, 4, 5 ans, selon les différents programmes, de poursuivre des études. La majorité des personnes que je connais qui le font sont les gens qui font le STAPS. Et ça reste dans le milieu sportif. Donc, il y a quand même quelque chose qui te permet de ne pas trop subir le poids des études. Mais quand tu commences à faire des études d'ingénieur, de commerce, de finance, de médecine, de kinésithérapie, de ce que tu veux, c'est un programme tellement lourd au niveau académique que de pouvoir rester dans le haut niveau sportif, c'est dur. Donc, je me suis exilé aux États-Unis et une fois que j'ai obtenu mon diplôme, je suis rentré en France et en 2008, j'ai commencé ma carrière. Waouh, magnifique. Du coup, est-ce que tu veux nous parler un petit peu, la première question que je te demandais, c'est
À quel âge tu as commencé le sport et comment tu t'es orienté vers le basket? Alors, j'ai toujours été sportif, hein. Depuis que je suis tout petit, j'ai fait du tennis, j'ai fait du foot. J'avais mon vélo partout pour partir en vadrouille. J'ai toujours été attiré par les jeux de balle et par les jeux tout court. Toujours très compétiteur, toujours dans le challenge, le duel. J'ai toujours adoré ça. Et c'est mon frère qui, malheureusement, nous a quittés il y a de nombreuses années, mais c'est mon frère qui était passionné de sport américain et qui m'a transmis un peu ce virus. J'avais 6 7 ans, je descends en bas, ils sont dans le salon avec ma soeur en train de regarder un match de playoff NBA. Et moi, je tombe scotché sur un match des Chicago Bulls avec Michael Jordan contre les Knicks de New York avec Patrick Ewing. Et je regarde le truc et c'est quoi ce sport? C'est quoi cette créativité? C'est quoi ce rythme? C'est quoi ce style? Tu sais. Et, je suis tout de suite à tomber amoureux du basket. Donc, je t'avoue que j'ai jamais vraiment analysé le pourquoi du comment. Est-ce que c'était parce que ça parlait à mon âme? Est-ce que ça parlait à ce que j'aime profondément? Est-ce que c'est aussi lié au fait que tous les petits frères, ils veulent connecter avec leurs grands frères? Tu sais, je pense que c'est peut-être un mix de plein de choses, mais ce qui est certain, c'est qu'une fois que j'ai mis le pied dedans, impossible de, impossible de me dissocier du basket. J'ai été littéralement obsédé par ce sport et ma passion a été très profonde très rapidement. Waouh. Et à quel âge tu as commencé du coup? Et comment ça Alors, s'est passé? Est-ce que tu veux nous? Ouais. ouais, officiellement 7 ans. 7 ans, je crois que je prends ma première licence en mini poussin. J'ai 8 ans, je crois. C'est là. Donc, c'était assez, en plus, une sacrée histoire parce que ma mère, qui pourtant n'est pas fanatique de sport, j'ai pas une histoire dans la famille de sportifs. Et elle n'a pas voulu, si tu veux, se contenter de me mettre dans un club lambda à côté de la maison où on va faire mumuse avec le ballon. Elle voulait que je sois dans une bonne structure. Et donc, on a pris la voiture une après-midi, c'était un mercredi, et on fait les clubs alentours. Puis en gros, pour ceux qui connaissent la région parisienne, autoroute A13, on s'est arrêté à chaque ville de l'autoroute A13 et quand ça ne nous plaisait pas, on repart sur l'autoroute et on continue. Et ça nous donne jusqu'à Poissy, qui est à une vingtaine de minutes de la maison. Et il s'avérait que Poissy avait un club en professionnel, en deuxième division, ce qu'on appelle la Pro B dans le basket. Et il y avait un match ce soir-là, quand on est arrivé, parce que pour te dire, on a commencé début d'après-midi, ça nous a mené jusqu'à 19h. Incroyable. Et, j'ai mis les pieds dans un club qui s'avère être à ce moment-là un des tout meilleurs clubs de la région parisienne. Et mon attachement pour le club s'est vite défini. Et puis j'ai fait toute ma jeunesse là-bas jusqu'à mon départ aux États-Unis. Waouh. Quelle histoire. Gravée avec ta maman. Ça m'a Ouais. vraiment touché. Et très très beau. Et comment ça se passe du coup? Est-ce que tu veux nous partager un peu ces années? Donc tu commences vers 9 ans. Comment ça se passe? Est-ce que parce que des fois on ne sait pas qu'on est vraiment bon, tu vois, quand tu es jeune. Est-ce que toi, tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'on t'a repéré? Comment ça s'est passé ton ascension un petit peu? Est-ce que tu peux nous expliquer toutes ces années-là? Alors, en fait, je suis très talentueux dans tout ce qui est manuel. Donc, pour ça que je joue jamais au ping-pong, mais j'ai des facilités. Le tennis, c'est un sport qui m'est venu très rapidement. J'étais bon footballeur. Si tu veux, dès que tu me donnes un truc, je me l'approprie assez rapidement parce que je suis intrinsèquement très manuel, très habile de mes mains. J'ai comment on dit, un bon repère, une bonne relation œil-main, œil-bras, tu sais. Et ça me permet d'être adroit naturellement. Tous les jeux d'adresse, que ce soit fléchette, lancer de poids, la pétanque, tous ces Tirer la trucs-là. boule. Donc, le basket, j'ai très vite été mis sur le devant parce que mon niveau technique surpassait largement le niveau euh, des gamins de ma catégorie d'âge. Donc j'étais surclassé très rapidement. C'est-à-dire qu'au bout de 2 mois, on m'a déjà mis dans la catégorie au-dessus. Mi-année, on m'a mis dans la catégorie au-dessus. Et ça s'est, si tu veux, prolongé tout au long de ma carrière. J'ai toujours été surclassé, toujours été mis sur le devant de la scène de par mon talent technique, mais je pense aussi que c'est parce que j'étais tellement passionné que je vivais basket, dormais basket, mangeais basket. J'avais un ballon avec moi. Je jouais. C'est le nombre d'heures
quotidienne où je perfectionnais mon jeu, je driblais, je shootais, c'était incalculable. Et je pense que toutes ces heures de répétition à faire du perfectionnement sans que ce soit quelque chose de volontaire, tu le fais par passion. C'est pas cette idée de il faut absolument progresser parce que sinon tu feras rien dans ta vie. C'est plus le qu'est-ce que je kiffe ce que je fais, qu'est-ce que j'aime ce que je fais, je en veux plus. Et le plus j'en ai, le plus j'en ai envie. Le plus j'en ai envie, bah, le plus je vais continuer. Et puis c'est l'effet boule de neige. Incroyable. Donc, tu commences le basket, très vite, voilà, tu es surclassé parce que tu as des talents, tu as des dons, des facilités. Et donc, comment ça se passe en France? Tu arrives jusqu'à quel niveau? Parce qu'après, tu nous dis que tu vas aux États-Unis, mais parce que tu montes et tu décides de partir? Comment ça se passe là? Alors, très rapidement, tu vois, en Benjamin, Benjamin c'est quoi, 12-13 ans, je suis un des rares gamins qui sont surclassés en minime championnat de France. Donc, minime, c'est les U15 d'aujourd'hui. Et j'avais 13 ans et j'étais surclassé. Donc, j'avais un corps de crevette. Hein. J'étais une baguette, tout fin, tout jeune. Mais mon niveau technique me permettait d'exister à ce niveau-là malgré tout. Mais j'ai été en minime France très rapidement. On a poursuivi notre progression à ce niveau-là. Pour te dire, même Poissy, à ce moment-là, était dans une période un peu difficile. Les équipes championnat de France étaient en deuxième division, n'étaient même pas dans l'élite. Et avec le groupe qu'on a créé et un recrutement intéressant, on a réussi à monter les échelons jusqu'à être dans le top 5 national à la fin de mon cycle minime. Et j'ai fait les sélections départementales, les sélections régionales, mais je n'avais pas encore à ce moment-là ce qu'il fallait pour être appelé en équipe de France. Et puis on va en U18, où la première année on finit champion de France deuxième division, avec le même groupe avec lequel on avait fini dans le top 5 U15. Et les 2 années qui suivent, on fait le top 12, top 10 national. Et là, je suis appelé en équipe de France junior. Et donc, mon parcours m'emmène jusqu'à mes 17 ans, 18 ans, qui sont, tu sais, cette période où tu finalises ton cursus scolaire. Le bac, etc. Le bac, tout ça. Et je joue en National 3 à mes 17 ans parce que le club fait dépôt de bilan et donc n'existe plus comme entité professionnelle et redevient une entité purement amateur. Mais comme c'était l'année du bac, j'étais pas dans. De toute façon, ma mère m'aurait pas permis de partir comme ça à la bonne franquette. Bon, bah, je quitte, je vais aller en centre de formation alors que je suis dans mon année critique scolairement. Je joue dans un championnat très rugueux parce que la National 3 en Ile-de-France, c'est physique. Il y a beaucoup d'anciens professionnels, un petit peu comme je suis aujourd'hui, qui voilà, se consacrent maintenant à leur deuxième vie, qui se consacrent à leur famille, mais qui aiment le basket et qui veulent se maintenir en forme. Donc, ils ont les dents. Surtout pour un gamin de 17 ans qui a encore un peu vert. Et tout se passe vraiment très bien. Et à ce moment-là, je rencontre un homme qui est américano-belge, qui parle parfaitement le français, hein, de par son histoire belge. Et il est d'origine congolaise. Et il me dit qu'en gros, j'ai tout ce qu'il faut pour réussir aux États-Unis. Donc, à ce moment-là, voilà, comme par enchantement, il y a une opportunité de faire quelque chose d'assez unique en France à cette époque. Rares étaient les Français qui avaient l'ambition et le réseau pour pouvoir partir aux États-Unis. Et donc, grâce à son aide, j'intègre une high school. Alors, j'ai tout fait tout seul. Hein. Les institutions d'échange d'étudiants, tu sais, les compagnies d'échange d'étudiants. J'ai contacté 3 agences différentes. J'ai payé $3000 de ma poche. Quand je dis de ma poche, c'est de maman. Hein. C'est maman qui prend tout en charge. Donc, maman qui croit en mon projet, qui ne veut pas m'empêcher de vivre ma passion, mais qui voulait absolument que je continue mes études. Le projet américain, en fait, permettait d'allier les deux harmonieusement. Mais c'était assez courageux. C'est même assez indescriptible de sa part de m'avoir permis de faire ça parce que j'ai perdu mes 2 frères. Mes 2 frères sont décédés tous les deux 10 ans d'écart, mais à 17 ans. Ils avaient tous les deux 17 ans quand ils sont morts. Et donc, imagine qu'on est en train d'organiser tout ça et de prendre cette décision à l'époque où moi-même j'ai 17 ans. C'est quelque chose de particulièrement lourd quand tu y penses et que ma mère ait eu
cette ouverture d'esprit, ce courage de me permettre de quitter le nid, mais pas simplement d'aller à quelques heures de route de la maison, mais d'aller de l'autre côté de l'Atlantique Incroyable. pour étudier et vivre ma vie de sportif, c'était quelque chose d'assez indescriptible. Et de là, donc, euh, avec mon statut d'international junior, je pars aux États-Unis et j'intègre un lycée américain pour ma dernière année lycée, puisque là-bas, le cycle, c'est 4 ans et pas 3. Et de là, tout a, tout a commencé. Un cycle incroyable, une première année historique. On écrit avec mon équipe, on écrit les livres des records au niveau des victoires dans une saison. Individuellement, je rentre aussi dans les records, je rentre dans la liste prisée des joueurs qui mettent 600 points en une année, des trucs comme ça. J'ai eu beaucoup d'accolades individuelles, mais qui se sont, on va dire, cristallisées par la réussite collective de mon équipe et de mon école. Et c'est un milieu totalement différent, puisque là-bas, il y a une réelle appartenance à son institution scolaire. Il y a ce lien entre l'école et le sport, puisque en France, tu as les institutions sportives, les clubs qui sont totalement indépendants. Et aux États-Unis, les organismes sportifs sont directement rattachés aux écoles et il n'y en a pas de privé. C'est magnifique. Donc, c'est comme ça que j'ai atterri là-bas et qu'après, ça a suivi son cours et que je suis parti à l'université. Incroyable, incroyable. Déjà, je vais te dire, quel parcours inspirant, les amis, si vous êtes là avec nous. Félicitations à toi. Tu m'as mis les larmes aux yeux avec l'histoire de tes frères et de ta maman. C'est un message. Moi, le message que je partage partout, c'est pour ça que je fais ça aussi, c'est que tout est possible. Et quand tu entends ce genre d'histoire, waouh, incroyable, incroyable. Donc, merci à toi de nous partager ça aujourd'hui. Et donc, tu arrives aux États-Unis, tu rentres dans cette école, tu es à bloc. La question que je te posais un peu personnelle, c'est comment tu es dans ta tête, toi, quand tu arrives là-bas? Parce que comment tu es? Tu arrives affamé, tu arrives, t'es comment? Quand tu arrives là-bas, quand tu intègres cette école, quand tu commences à jouer, qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Parce que tu es nouveau, dans un nouveau pays, t'es comment? Prêt. Je suis prêt. Parce que ma mentalité a toujours été très américanisée. J'ai toujours été, et c'est aussi une des choses qui me dissociait du basketteur et du français moyen, mais qui aussi m'excluait un petit peu de ce qui était accepté à cette époque-là, tu sais, de ce qui était mis en avant. J'ai toujours été un peu marginal par rapport à ma personnalité, mon mental, ma confiance en moi qui était souvent pris pour de l'arrogance. J'ai jamais manqué d'humilité, mais le fait d'avoir une confiance assumée est quelque chose qui est pris comme un manque d'humilité en France, alors que c'est une qualité aux États-Unis. Quand tu vas aux États-Unis et que tu démontres une confiance en toi, ils sont plus disposés à te faire confiance et à te responsabiliser parce qu'ils se disent que tu es prêt à avoir ces responsabilités, puisque tu as confiance en toi. En France, on te demande d'être beaucoup plus discret, beaucoup plus en retrait, alors que moi, d'être en retrait, c'est pas du tout dans ma personnalité, pas du tout, du tout. Et donc, j'arrive dans un environnement où c'est quelque chose qui est praised, comme on dit, qui est mis en avant, qui est adulé. Donc, je suis comme un poisson dans l'eau à ce moment-là, puisque on te dit, non seulement on aime ton arrogance, mais sois encore plus arrogant, sois encore plus confiant, va encore plus de l'avant. Donc, à ce moment-là, je m'épanouis pleinement. Mais je vais pas te mentir que j'avais une anxiété sourde par rapport à tout ça. C'est que pendant 3 mois, j'avais des aigreurs d'œsophage, d'estomac. Je me disais, ça doit être la bouffe, ça doit être la nourriture plus grasse, les OGM. Tu te dis que c'est tout ça, mais la finalité, je pense que j'avais tellement… c'était tellement nouveau. C'était la première fois de ma vie que je quittais le cocon familial et que j'étais totalement… j'étais isolé. Même si j'étais dans un environnement sain, j'avais une famille d'accueil et j'avais des nouveaux amis que je me créais sur place. J'avais abandonné tout ce que je connaissais et abandonné tout ce qui était mon équilibre durant toute ma vie. Et donc, toutes ces aigreurs du quotidien, tu sais, tu vis ta vie pendant 3 mois où tu as mal à l'œsophage, tu as des brûlures, tu as ton bide avec des aigreurs, comme ces acides, tu sais, qui te rongent un peu de l'intérieur. Et c'est, je pense, au bout du 4e mois que j'ai vraiment
pleinement voilà, pris possession du projet en me disant non, non, je suis là où je dois être. Il y a pas de regret à avoir, il n'y a pas d'anxiété à cultiver. Laisse-toi aller. Et j'ai commencé à vraiment me sentir mieux à tous les niveaux. Et malgré le fait que je parlais très bien l'anglais, je me suis retrouvé aussi scolairement en difficulté parce que moi qui avais un niveau d'anglais, imagine, j'ai eu 18 et 17 au bac, à l'oral et à l'écrit. Donc j'étais vraiment, tu sais, dans le haut du panier. L'anglais, c'était une de mes matières fortes et je maîtrisais parfaitement les verbes irréguliers, tu vois. Les trucs casse-couilles. Exactement. Et, et puis tu te rends compte que ton niveau d'anglais que tu penses maîtriser, bah, il se fait gifler par les trucs les plus simples. Quand t'arrives. C'est-à-dire que au niveau grammatical, j'étais meilleur que mes camarades de classe, mais j'avais pas les réflexes des choses les plus simples. Comment tu dis le couteau, knife, ok, knife. Le fork, la fourchette, tu sais, alors que moi, tu me demandais de conjuguer un verbe, spill, spelt, tous les trucs. Mais c'est énorme ce que tu dis, ouais. Donc, à ce moment-là, j'ai réussi à prendre le rythme. Et j'ai une petite anecdote parce que mon premier cours, c'était un cours du gouvernement américain, tu vois, fonctionnement du gouvernement américain et les lois un peu aux États-Unis. Et ma petite prof, c'est une petite Asiate qui a une cinquantaine d'années et tu sais qu'elle est issue de l'immigration japonaise puisque je suis sur la côte ouest. Et je viens me présenter, je lui dis que je suis un nouvel étudiant, que je suis français, que je parle bien l'anglais, mais que c'est quand même un peu difficile. Et je lui demande de parler doucement parce que c'est un peu compliqué quand même. Elle me fait « Don't worry, je parlerai doucement, pas de souci. Assieds-toi devant et puis moi, je ferai en sorte que ce soit plus simple pour toi. » Donc, c'est la bulle de tension qui s'évacue dès qu'elle me dit ça. Je m'assois et elle commence. Je me décompose sur place, tu sais, moi, je m'écroule dans mon siège parce que je me dis ça va être impossible pour moi de tenir le rythme. Ce sera impossible. Et heureusement, j'ai eu de l'aide de mes coéquipiers. J'en avais 2 qui étaient dans ma classe. Et puis, tu sais, quand tu es dos au mur, bah, tu fais l'effort, tu te mets au diapason du contexte dans lequel tu vis. Et à ce moment-là, voilà, l'anglais a fait que c'était plus une barrière, mais une force. Et puis, j'ai toujours été bon élève, donc j'ai réussi à passer la barrière de la langue et à maintenir mon éthique de travail pour rester un très bon élève. J'ai eu des bonnes notes et puis ça m'a permis d'aller à l'université par la suite. Waouh, excellent. Félicitations à toi. Et c'est vrai que pour rebondir par rapport à ça, moi pareil, j'ai fait de l'anglais un peu comme tout le monde, le bac, le BTS et tout. J'étais pas par contre un des bons élèves en anglais, mais je pense que pendant des années, t'en fais. Quand je suis arrivé en Australie à 23 ans, pareil, je suis parti vivre un an là-bas pour jouer au rugby et tout. Mais j'étais comme ça. Mais par contre, le fait de vivre directement pour te démerder dans la vie de tous les jours, waouh. Là, tu progresses. Comme tu disais, tes pieds au mur, t'as pas le choix, donc tu es obligé de te mettre dans la masse. J'ai une question à te poser. Est-ce que tu t'es rabattu, parce qu'il y a quand même une communauté de Français en Australie, est-ce que tu t'es rabattu vers cette communauté ou tu as été courageux et tu t'es pas replié sur une certaine facilité parce que d'expérience, les amis qui sont partis en Australie, qui étaient supposés partir là-bas, apprendre l'anglais, et au final, ils passaient tout leur temps avec la communauté française locale, et donc tu as toujours pallier dans ta connaissance de la langue. Donc, est-ce que toi, tu as fait ça ou tu as réussi à rester loin de la tentation de la facilité? Alors attends, dis-le juste, j'ai entendu, hein, t'as entendu ta question, ça bug un peu. Alors attends, tu m'entends? Ouais, je t'entends très bien, moi, il n'y a pas de souci. Ok, nickel. Alors, moi, donc, désolé à la cloche, c'est l'heure. Mais on est parti, on était 4 en tout. On était 4 avec 3 amis pour le rugby. Et donc au début, j'étais avec eux, ils parlaient français. Mais très vite, nous aussi, on a dû chercher du boulot, même si on avait mis un peu de rond de côté. Et moi, j'étais parti pour quoi? J'étais parti pour jouer au rugby là-bas. Donc il y a un super niveau incroyable sur côté slow.
Donc, même si j'avais pris un manager qui m'avait aidé à me connecter avec eux, mais sur place, tu vois, t'as pas le choix. Les combinaisons, etc. J'ai créé des amis là-bas. Donc, je me suis immergé directement quand on est arrivé là-bas, j'avais plus le choix. Et c'est comme Ouais. ça. C'est comme ça. Et même, il y a des soirs, je rêvais anglais. Et là, tu te dis, ça y est. C'est là où t'as passé, c'est là où Yes. t'as basculé. Ouais. Ah ouais. Incroyable. Et après, je me suis dit, putain, j'étais une bille. Tu vois, les centres commerciaux, tu parles avec tout le monde. Facile, tu vois. Et, euh, et voilà. Et après, je suis rentré au bout d'un an. Donc, je l'ai beaucoup moins utilisé, mais il me reste quand même aujourd'hui des bases. Mais c'est vrai que c'est Après, incroyable. Le fait de partir comme toi, comme moi qu'on est parti d'un ouais. endroit à l'autre bout du monde, le plus beau pour moi, c'est ça, l'ouverture. Tu vois, l'ouverture. Parce que peut-être qu'on sentait qu'à l'intérieur de nous-mêmes, on avait un appel pour ça. Mais quand tu pars là-bas, quand tu fais cette expérience, moi, j'ai jamais été aussi heureux que là-bas. L'état d'esprit, la mentalité, tu vois. Ouais. Ouais, Et, ouais. quand je suis rentré en France, j'ai habité pendant des années à côté de Toulon, où j'ai fait mon activité très beau, mais il m'a toujours manqué ça. Et j'ai retrouvé ça maintenant ici en venant à Tenerife habiter depuis quelques mois. Parce qu'ici, c'est pareil. T'as des Français, ma fille, elle est à une école, t'as que des étrangers, mais c'est tellement énorme. Tu te sens libre, tu vois. Moi, j'ai Et une question ça, j'ai une deuxième ouais, question vas-y, pour toi. Parce vas-y. que déjà que tu as, l'accent du Sud chaleureux, mais je me demande qu'est-ce que l'accent du Sud en version anglaise. C'est ça que j'aimerais savoir. Je me demande Ouais, comment tu arrives à mettre les mêmes intonations, mais avec l'anglais, parce que c'est naturel quand tu parles français, mais je me demande comment ça se passe quand c'est anglais. alors, ben, hier, c'est marrant parce que mes beaux-parents, ils ont une maison ici, là. Et ils louent des chambres aussi, tu vois. Ils sont dans un super endroit. Et justement, il y avait une femme, une jeune de Boston qui est venue vivre ici à Séville. Donc, on Ok. a parlé un peu. Mais moi, j'ai toujours mon accent normal, quoi. Ouais, ouais, ils doivent te Mais regarder comme bon, ça. on a... Non, ça va, ça va. It's okay, no problem. Mais tu m'entends, Angelo? Ouais, nickel. Parfait, parfait. Impeccable. Des fois, c'est un peu flou, mais nickel. Donc, Angelo, comment ça se passe une fois pour aller juste dans ton parcours sportif? Donc, tu es là-bas aux États-Unis, tu continues ton université. Combien de temps tu restes jouer aux États-Unis? Comment se passe ta carrière là-bas? Est-ce que tu veux nous raconter un peu la suite? Comment ça se Bien déroule sûr. ton parcours? Euh, Jusqu'où tu vas? Est-ce que tu vis pleinement de cette activité? Ta vie, comment ça s'ouvre? Quelles opportunités? Tu sais, les gens qui sont extérieurs à nos vies de sportifs imaginent que tout n'est que succès et que réussite. Tu regardes le CV, Ouais. je sais pas, tu regardes le CV d'un gars et tu dis, OK, il a fait équipe de France, il a fait champion de France, il a fait ci, il a fait ça. Donc, tu assumes d'une certaine manière avec un œil extérieur, ah, mais lui, sa carrière n'est faite que de succès, que de réussite. Et c'est méconnaître et c'est Hmm. oublier le fait que pour tout grand moment, toute grande réussite dans une carrière, il y a beaucoup de moments noirs, de moments sombres, de périodes difficiles dans lesquelles tu te remets en question, tu souffres beaucoup, que ce soit physiquement ou psychologiquement, et tu essaies de trouver des solutions. Et moi, mon expérience aux États-Unis, j'ai fait 6 ans là-bas et j'ai fait 3 ans très positive, 3 années de réussite, de progression, d'épanouissement, et 3 années qui sont probablement trois des années les plus difficiles de toute ma vie. Tu Hmm. vois, trois des années les plus compliquées. Vraiment, ma première année, je suis étudiant d'échange. Sportivement, j'écris les livres d'histoire de la région, des records qui tiennent encore aujourd'hui, 20 ans plus tard, tu sais, des souvenirs, des liens que j'ai créés qui durent toute une vie, des choses qui vraiment permettent de se dire quelle année incroyable. Je transitionne vers l'université. J'ai une vingtaine des universités les plus prestigieuses de tous les États-Unis qui m'offrent une bourse complète d'études. Donc, je suis vraiment en pente ascendante, tu vois. Je suis vraiment dans cette dynamique où, à ce moment-là, je me dis même, si tout se passe bien, je peux écrire les livres d'histoire de l'université où je signe
et me projeter vers le professionnalisme, même aux États-Unis. Donc là, tu peux te dire, je vois certains profils en NBA, je vois le type de jeu que j'ai, je peux m'identifier à ce profil-là, peut-être qu'il y a moyen de faire quelque chose. Première année universitaire, je fais partie des meilleurs, je suis un des meilleurs premières années de la conférence dans laquelle je joue. L'été, après ma première année, ce profil, je commence à travailler, à me préparer pour la deuxième année. Et là, une blessure grave, et qui est en plus une blessure d'une débilité profonde. Je suis en train de m'entraîner avec un partenaire et on a plusieurs ballons sur le terrain pour faire des exercices différents. Et pendant que je suis en train de prendre les rebonds pour un coéquipier, j'ai un ballon qui roule sur le terrain. Et donc, quand je vais au rebond, je prends la balle au rebond et j'ai le ballon qui est sous mes pieds. Donc, en fait, quand j'atterris, j'ai le pied qui roule sur le ballon et je tombe en avant, le bras tendu. Donc, je m'éclate au sol et je me déboîte l'épaule et je m'arrache les ligaments. Sur l'exercice d'entraînement. C'est-à-dire que je te parle même pas de ce que tu peux avoir au rugby, plaquage, tu te fais plaquer au sol et le choc, tu te prends, ou alors le mec il arrive en impact où c'est ta clavicule qui mange, ou alors ton épaule est déboîtée sur un contact, un plaquage, tu sais, des choses qui arrivent au basket aussi. Tu essaies de te dépatouiller. Il me faut une intervention chirurgicale. Et là, je commence à brouiller du noir. Je relativise, mais c'est difficile. Imagine que c'est mon bras droit qui est mon bras de shooter, mon bras fort. Je fais l'opération, c'est très douloureux parce qu'ils ont dû chercher des tissus musculaires pour reconstruire mon épaule. Ils ont dû faire une intervention compliquée, hein, parce qu'il y a déboîtage d'épaule et arrachage d'épaule. Et moi, je m'étais arraché l'épaule. Incroyable. Donc, je fais une année blanche. Je fais 3 mois et demi à 4 mois de rééducation forte pour après reprendre la compétition progressivement et reprendre l'entraînement et retrouver des sensations, sachant que c'est mon bras de shooter et que pendant de longs mois, j'avais même pas la possibilité de lever le bras pour me gratter le menton, quoi. Et donc là, tu te dis, mais que va-t-il se passer? Comment je vais rebondir? Comment je vais réussir à m'en tirer de cette période difficile? Je reviens. Et l'année où je reviens, je suis derrière 3 joueurs de dernière année, puisque un cycle universitaire, c'est 4 ans. Donc, j'ai 3 joueurs seniors devant moi qui ont priorité, qui ont plus d'expérience, plus la confiance du coach. Donc, je me retrouve à cirer le banc. Hein, tu vois, je cire et je fais briller le banc pendant une année complète. Donc, maintenant, ça fait 2 ans d'affilée où je suis privé de plaisir, de sensations, de stimulation du quotidien, de compétition. Je fais que les entraînements, mais je ne suis pas récompensé avec les matchs. Je me donne à fond. J'ai l'impression de ne pas voir le bout du tunnel. 3e année arrive et c'est supposé être mon année. Là, c'est supposé être boulevard, Angelo, starter, 5 de départ, joueur majeur, ce que tu veux. Et je me fais une hernie discale. Oh putain. Et je ne savais même pas à l'époque que c'était une hernie discale. Et mon kiné et on va dire le chef du staff médical de notre quotidien n'avait même pas réussi à le déceler. Il me mettait le pack de chaud sur le dos, il m'allongeait sur la table, il me faisait craquer le dos, ce qui est la pire chose que tu puisses faire quand tu as une hernie discale. Et puis, allez hop, file. Et donc, j'ai passé de longs mois où je rentrais de l'entraînement en pleurs. Quand je m'échauffais, j'avais les larmes aux yeux. Et donc, ça avait un impact immédiat sur mes performances, puisque j'étais toujours en difficulté, j'avais mal, ça prenait du temps. Et malgré tout, j'ai réussi à trouver de la performance, mais le fait de ne pas être au top en début de saison, le coach a dévié sa confiance vers d'autres joueurs. Et donc, c'était un chemin de croix, si tu veux, pour essayer de retrouver sa confiance. Mais imagine que ça fait déjà 3 ans que je suis avec lui
Et entre la première année qui s'est très bien passée, mes 2 années où j'ai fait blessure et bout du banc, j'attaque ma 4e année avec lui. Et malheureusement, Non. c'est triste, mais c'est la loi aussi du milieu. J'ai été mis sur le côté et j'ai pas réussi à retrouver une porte d'entrée, si tu veux. Et donc, je prends la décision de quitter l'université lors de ma toute dernière année universitaire et je pars au sud-est de Los Angeles. J'intègre une université de deuxième division et pour relativiser sur mon poste de jeu, c'est-à-dire meneur, arrière et autres, la qualité de jeu est la même en division 1 et division 2 quand tu es sur la côte ouest. C'est la même. Là où il y a une différence, c'est la qualité de jeu dans la raquette, près du cercle. Les grands gabarits talentueux vont dans les meilleures universités et donc les universités de deuxième division n'ont pas les mêmes capacités de recrutement, si tu veux. Mais la compétition du quotidien était extraordinaire et j'ai été responsabilisé. J'ai été rebasculé sur le poste de meneur de jeu en parallèle au poste de scoreur. J'ai retrouvé des sensations, le plaisir de revenir à l'entraînement au quotidien. J'ai réussi à stabiliser un peu mes douleurs au niveau du dos. Donc, j'ai pu faire une année complète où j'avais des fois un peu le dos qui me titillait, mais ce n'était pas quelque chose qui m'empêchait de vivre et de jouer. Et je recrève l'écran. Voilà, j'ai réussi à revenir sur le devant de la scène après 3 années de brouillard. C'était un brouillard total. Et je finis dans les meilleurs joueurs de la conférence. Je fais une saison à plus de 15 points par match. On va en finale du tournoi de la conférence, ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire de l'université depuis 20 ans. Mes performances individuelles m'ont permis de pouvoir me repositionner vers une carrière professionnelle. Et c'est ce que j'ai fait en avril 2008 en revenant en France et je signe mon premier contrat un mois plus tard. Excellent. Donc, après, c'est super ce que tu as partagé parce que moi, j'ai fait 15 ans de rugby aussi et ce que tu as dit, c'est la vérité. La vérité. Et c'est énormément de mental où tu es challengé. Il y a les blessures. Revenir. Des fois, tu es tellement serein, confiant de la valeur. C'est ça aussi en tant que joueur. Tu es convaincu que tu as plus de valeur que l'autre, mais tu joues pas. Et ça, c'est quand ça se répète, c'est très difficile à accepter personnellement en tant qu'être humain. Mais ça fait partie et ça nous apprend aussi personnellement beaucoup de choses. Ouais, ça t'endurcit, hein, ça te forge. Ouais, exactement, Ouais. exactement. Et je connais tout à fait ça aussi. Et donc, tu te remontes, tu reviens, parce que la question que je te posais, donc, tu remontes à un excellent niveau. Ouais. Tu avais prévu de revenir en France à ce moment-là? Alors, j'arrivais en fin de cycle universitaire. De toute manière, je venais d'obtenir mon diplôme en commerce international. C'est l'équivalent d'un Master 1. Et si ce n'était pas pour aller en NBA, l'évidence était de toute manière que j'allais faire un retour en France à la fin du cycle universitaire. Donc, à ce moment-là, c'est en toute logique que je rebascule vers la maison. Et si tu veux, j'avais conscience d'un retour en France 3 ans auparavant. C'est-à-dire que quand tu sais que tu as raté le wagon du plus haut niveau, que tu as raté le wagon de la NBA, tu sais très bien que le retour se fera en Europe dans la foulée. Puis en plus, il était hors de question de rester plus longtemps éloigné de ma famille, sachant que le paradoxe, c'est qu'en étant basketteur professionnel, de toute manière, tu vas être loin de ta famille pendant une longue période. Quand tu joues, que tu fais une saison où que tu sois, imagine que même à l'époque où je jouais au Paris-Levallois, je voyais ma mère et ma famille et mes amis rarement dans le mois. Il fallait qu'ils viennent me voir jouer. J'ai 2 entraînements par jour, j'ai les déplacements toutes les 2 semaines. Quantitatif, c'est très limité. Si tu vois ta famille et tes amis 1 à 2 fois dans la semaine, c'est pas comme si tu as cet échange du quotidien. Donc, et ça, c'était quand j'étais au Paris-Levallois. Donc, imagine quand je suis parti à Bourg-en-Bresse ou que je suis parti à Boulogne-sur-Mer ou à Vichy-Clermont. Alors, C'était certain que j'allais revenir en France, puisque de toute manière, dans une optique de professionnalisme, c'est là où mon réseau était le mieux établi.
mes coachs formateurs, euh, euh, tous les entraîneurs et les gens qui gravitaient dans le milieu basket, comme les agents et autres que je connaissais, étaient français. Donc, c'était normal que la France soit l'option que je privilégie. Bouge pas une seconde, je vais juste tirer le rideau pour pas que le soleil vienne me taper le visage. Ça marche. Donc, les amis, on est en direct avec Angelo. Il nous partage une histoire exceptionnelle. Vraiment, c'est incroyable. Donc, merci à toi. Merci à toi. J'espère que vous nous voyez bien, que vous entendez bien. Donc, après avoir fait 6 ans aux États-Unis, tu rentres en France. Ouais. Tu trouves ton club professionnel. Comment ça se passe pour toi, du coup, en France? Combien de temps tu joues? Comment ça se passe? Est-ce que c'est, ce que je te demandais aussi, est-ce que pour toi, c'est un véritable accomplissement aussi personnel? Ou Oui. t'as aucun regret? Écoute, par rapport à mon parcours, j'ai aucun regret. Parce que on peut toujours se projeter sur si j'avais pris la décision de signer dans cette université et pas l'autre, parce que j'ai vu que le mec qu'ils ont ramené après moi, alors que je suis meilleur que lui, il a fait ça. Ouais. Mais tu commences à te projeter dans ce genre d'idées et ta vie ne sera faite que de regrets. Parce qu'au final, tu retires cette subtilité d'être humain. Tu retires cette subtilité d'apprendre dans la difficulté, de faire face au challenge, de faire face à des obstacles qui te permettent de progresser, de t'améliorer, d'apprendre. Et la finalité, c'est que peut-être que si mon parcours sportif avait été différent, j'aurais été un homme différent. Un homme que j'aurais moins aimé, tu vois. Je préfère l'homme que je suis aujourd'hui après avoir traversé toutes les épreuves de ma vie que l'homme que j'aurais pu être en ayant intégré la NBA avec un chemin plus linéaire. Peut-être que j'aurais été beaucoup plus imbu de moi-même, beaucoup moins en contact, beaucoup moins terre à terre avec ce qui est important dans la vie. Peut-être que j'aurais été plus matérialiste. Peut-être que tu vois, tu sais pas ce qui se serait passé avec un chemin différent. Donc, j'ai pas de regret à ce niveau-là. Et par rapport à la question de l'accomplissement, c'était un très grand accomplissement pour moi parce que de tous les coéquipiers que j'ai eus à l'université dans mon parcours américain pendant 6 ans, je suis celui qui a fait la plus belle carrière professionnelle. Donc, tu vois, un de mes coéquipiers aujourd'hui, c'est l'analyste commentateur pour les Portland Trail Blazers, tu vois, l'équipe NBA. J'en ai un autre qui a joué au Mexique, dans les pays un peu latins, à proximité des États-Unis, qui a fait 3 ans et qui a pris sa retraite. J'en ai un autre qui est venu en Europe, qui a fait quelques années et qui après est reparti coacher aux États-Unis. Mais quand tu fais le bilan, même s'il y en a qui ont eu accès au monde professionnel et qui ont eu quelques années, j'ai fait une longue carrière fructueuse. J'ai gagné des titres, j'ai gagné ma vie. J'ai été international français, j'ai fait des compétitions internationales, des championnats du monde, des championnats d'Europe. Et le bilan sportif, il n'y a même pas photo. Si tu veux, tu fais les comparaisons entre tous les mecs avec qui j'ai joué et le mien, au final, alors qu'ils étaient, on va dire, mieux partis que moi initialement, j'ai mieux terminé la course. Et là-dessus, c'est quelque chose qui me donne une grande satisfaction. Donc, ma carrière en France, elle a été vraiment réussie. Et même cette carrière, elle aurait pu être meilleure, mais je pense que c'est lié à des choses qui sont aussi hors de mon contrôle. Parce que ce n'était pas une histoire de niveau de jeu, je pense que c'était une histoire de culture. Je rentre en France avec une culture très américanisée et je pense que c'est quelque chose qui m'a desservi à un certain niveau. On n'aime pas les Français qui font des vagues, on n'aime pas les Français qui revendiquent des responsabilités. On n'aime pas des Français qui clament haut et fort qu'ils sont tout aussi compétents que les Américains et qui méritent tout autant de considération et de responsabilité que les Américains. On préfère dans ce milieu des Français qui sont discrets, qui sont des bons suiveurs, des bons soldats. Mais moi, j'ai jamais été un soldat, j'ai toujours été un général. Donc, c'est quelque chose qui, je pense, m'a desservi. Mais d'une autre manière, c'est quelque chose qui m'a servi parce que les rares personnes qui m'ont fait confiance et qui m'ont responsabilisé m'ont permis de prendre énormément de plaisir et de m'épanouir dans mon rôle de général. Donc, je comprends tout à fait. Tu vois, donc 8 ans en France avec 2 montées en proie, un titre de champion de France, une finale,
des distinctions individuelles, j'ai aucun regret. Wow. Angelo, en tout cas, vraiment, merci. Merci pour tout ce que tu nous partages. Un parcours exceptionnel. Ce que j'aime, c'est ta franchise aussi. Et tous ces interviews, c'est à cœur ouvert. Parce que c'est, quelle que soit la réussite qu'on recherche ou qu'on veut, je prends toujours cet exemple, c'est comme une pièce de monnaie. Il y a le côté face et le côté pile. Ouais. Et il y a que les personnes qui, un jour dans leur vie, décident de se dire, je vais tout donner dans ce domaine-là, qui véritablement vivent ça, ces émotions, ces situations-là. Et quand tu te lances dans autre chose, c'est la même chose. Tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, maintenant faire autre chose, tu vas y revenir. Mais le gros avantage, c'est que tu l'as déjà vécu. Tu l'as déjà dépassé. Et c'est ce que j'adore. C'est pour ça que j'adore mettre aussi des personnes comme toi en avant. C'est ça la vie. Et comme tu l'as dit, oui, si on dit toujours, j'aurais pu peut-être avoir cet entraîneur, peut-être si celui-là m'avait fait confiance, mais tout est parfait. Et comme tu as dit quelque chose de très important, l'objectif c'est de ne pas avoir de regrets. Et c'est la pire chose dans la vie, hein. C'est la pire chose dans la vie. C'est ça. Et on voit que tu es quelqu'un qui a travaillé sur toi aussi. Et c'est pas tout le monde qui fait ça aussi. C'est l'histoire qu'on se raconte personnellement. Si j'en suis là aujourd'hui dans tout ce qu'elle est, c'est parce que j'ai travaillé sur ma tête. Si je me dis toute ma vie, c'est gratitude parce que je suis ici aujourd'hui. Je suis cette personne-là. Comme tu l'as dit, c'est la plus grande des richesses. Tu as des gens qui ont été des énormes champions, mais qui, un jour après ou quelques jours après, vont arrêter, se laissent aller, se détruisent, tu vois. Et j'imagine que tu en connais aussi. Moi, j'ai connu d'énormes gens aussi avec des potentiels incroyables. C'est qui finissent à l'usine ou qui finissent rien, tu vois, parce qu'ils n'ont pas travaillé. Non, c'est clair. Et merci à toi pour tout ce que tu partages, vraiment. Merci beaucoup. Tu as des choses. Tu vois, après 8 ans en France, je suis arrivé dans une situation où j'ai dû faire un travail sur moi-même par rapport à quels étaient mes objectifs des années à venir. Et je commençais à ne plus prendre de plaisir. J'avais fait le tour de la question, en fait. J'ai eu qu'une seule opportunité de jouer au plus haut niveau en France, donc la Pro A de l'époque. Et c'était avec le club avec lequel j'ai fini champion de France Pro B et avec lequel je suis monté. Et malgré ça, même les gens que j'ai aidés à accomplir cet exploit, parce qu'on avait la 10e masse salariale du championnat avec Boulogne-sur-Mer et on n'était pas supposé un jour atteindre l'élite. Bah, même ces personnes-là à qui j'avais tout donné, avec lesquelles j'avais réussi, ont dévié vers, on va dire, ont eu une faiblesse d'esprit de ne pas avoir confiance en les gens qui les ont aidés à atteindre ce niveau et ils ont basculé leur confiance sur des étrangers, des joueurs inconnus et ça leur a coûté. Je comprends. Ça leur a coûté leur stabilité, si tu veux, dans l'élite. Hein. On est redescendu tout de suite et bon, moi j'ai quitté le club parce que j'avais cette rancœur et c'était impossible pour moi de concevoir rester dans un club qui m'avait un peu trahi, si tu veux. Et à partir de ce moment-là, bah, tu connais tous les joueurs, tu connais tous les coachs, tu connais tous les arbitres, toutes les salles. Et tu te dis, mais attends, je suis en train de tomber dans de l'alimentaire. C'est-à-dire que si je reste dans ce milieu-là, je sombre dans le fait de simplement gagner ma vie parce que j'ai rien d'autre à faire. Et donc, je suis parti, je suis allé en Grèce. Je suis parti en Grèce où là, on m'a donné l'opportunité qu'on ne me donnait pas en France de jouer dans l'élite, sachant que le championnat grec était meilleur que le championnat français. Donc, je jouais encore plus haut qu'en Pro A française. Des clubs comme le Panathinaikos, l'Olympiakos, même les fanatiques de sport qui ne connaissent pas le basket connaissent ces clubs-là, ont déjà entendu parler de ces clubs-là parce que ce sont des grands d'Europe. Et donc, à ce moment-là, je me retrouve dans cette situation où je redécouvre mon métier. Je redécouvre ma profession, une différente manière d'aborder le travail, des salles différentes, des entraîneurs différents, des joueurs différents, des arbitres différents, des voyages en bus différents, un paysage différent, une culture différente. Et je pense que toi, tu peux en attester. Tu es parti en Australie, maintenant tu es à Tenerife. Et au quotidien, tu as cette richesse de la diversité. La diversité des gens, la diversité de culture, la diversité de nourriture,
et la diversité d'approches dans la vie du quotidien. Et c'est ce qui m'a permis de repartir sur un cycle professionnel au plus haut niveau qui m'a stimulé, qui m'a apporté énormément de satisfaction au quotidien. Et j'ai pu jouer à un niveau qui m'était un peu interdit en France, dans mon pays paternel, puisque je suis moitié grec. Et j'ai pu découvrir la culture. J'ai progressé dans ma capacité à parler la langue de manière courante. Et j'ai été très, très heureux d'avoir eu cette opportunité. Mais ce que j'en retire de ça, c'est, et si c'est quelque chose que je peux communiquer aux gens qui m'écoutent aujourd'hui, c'est d'avoir le courage de sortir de sa zone de confort et de sortir des sentiers, tu vois, dessinés, des chemins préconçus, de voilà ce que tu es supposé faire quand de prendre. Ah, ça bug un peu. Attends. Et puis moi, à titre personnel, ça m'a surtout permis de conserver ma passion comme passion et pas de transformer ma passion en moyen de gagner ma vie et de rester dans de l'alimentaire, tu vois. Ah, ah, c'est ce que tu as partagé, c'est très beau, un très beau message de vie. C'est une philosophie aussi. Tout l'être humain, on a besoin de parfois prendre un nouveau départ. Comme je dis, c'est un peu, c'est une renaissance. Et dans notre vie, je crois, enfin, du moins pour ma part, parce que ce que j'entends chez toi et d'autres personnes que j'interviewe, c'est à un moment donné, on a besoin de renaître. On a besoin de se dire, OK, faire table rase, se poser un moment, se poser de vraies questions. Et comme tu le dis, quand on sent qu'il n'y a plus le cœur, quand on sent qu'on reste, mais c'est pas forcément pour les vraies raisons qui nous font vibrer, là, c'est le moment qu'il faut renaître parce que tu sais que tu peux sombrer sinon. Tu peux venir dans des versions de toi-même que tu n'as pas envie d'être, que tu vas avoir des comportements que tu n'as pas envie d'avoir. Tu t'honores plus, tu vois. C'est ça pour nous, être un Spartiate. Pour le Spartiate, il cherche à s'honorer chaque jour. Même si c'est difficile, qu'importe, il doit s'honorer. Et je suis très heureux que tu partages aussi tout ça et que tu as partagé ça de ton histoire, c'est juste incroyable. Et comment ça se passe pour finir un petit peu ton histoire? Après, je vais te laisser aussi tranquille. Ça fait une bonne heure qu'on est ensemble, mais on pourrait parler. Mais je suis sûr qu'on reparlera ensemble prochainement. Mais donc tu es en Grèce, tu fais des années incroyables où tu te régales. Et comment ça se passe après la suite? Et aujourd'hui pour toi, concrètement, comment tu as fait cette transition? Que je connais aussi beaucoup de sportifs qui ont eu, c'est pas facile, hein, on en parlait tout à l'heure aussi. C'est tu es habitué dans un certain rythme avec un certain staff de faire cette reconversion ou cette suite. Comment se passe pour toi la bascule? Pour toi, ta famille, comment ça se passe? Est-ce que tu veux nous partager ça brièvement? Écoute, ma dernière année en Grèce, je collabore avec un entraîneur que je connaissais pas à la base et qui a une philosophie de m'identifie pas du tout. Et je fais le dos rond pendant quelques mois et au bout d'un moment, je me dis, mais j'ai 34 ans. Pardon, j'arrive à mes 36 ans. Et c'est pas du tout comme ça que j'ai envie de finir ma carrière. Je veux prendre du plaisir. Je veux finir en beauté. Et je vais pas laisser un trou duc me gâcher mon quotidien. Donc, je prends la décision de quitter mon club alors que je touchais un salaire. C'était le plus gros salaire que j'avais touché de ma carrière jusqu'à présent. Et je quitte mon club. Et je prends la décision de partir aux Philippines. Attends, on attend les ding-ding. Là, c'est midi, là. Là, chez nous, c'est midi. Ouais, c'est pour ça. Ah, c'est bon. Je prends la décision. Voilà. Mais c'est bientôt les rois mages. Tu connais ici. 12 pépins à minuit. Ils vont passer bientôt. 12 raisins.
Ça va s'arrêter. Oui, mais t'inquiète. Parfait. Donc, je prends la décision de partir aux Philippines. Et c'est même pas pour jouer du basket 5-5, c'est pour jouer du basket 3-3, qui est, comme on l'avait dit en présentation, je suis pionnier. Et, euh, et donc, j'ai une opportunité de découvrir un nouveau pays, de faire une compétition d'envergure mondiale, puisque c'était un master du World Tour. C'était une expérience de courte durée, mais c'est une expérience qui m'a permis pour moi de reprendre le contrôle de mon histoire. C'est-à-dire que je n'allais pas laisser un connard dicter les dernières pages de ma carrière de basketteur. Tu vois. Je rentre en France et là, c'est mai 2019, et début de l'été 2019. Et donc, je suis vraiment dans l'expectative à ce moment-là. Là, je ne sais pas. Est-ce que je joue? Est-ce que j'arrête? Est-ce que je continue? Et dans l'idée, je me dis, je veux trouver un club avec lequel je fais 1 à 2 ans maximum. Je finis en beauté et je prends ma retraite. Et puis, septembre 2019, il y a la Covid-19 qui arrive et qui dit « Hey mec, tu sais là, toutes les idées que tu avais, tu veux continuer à jouer au basket? Non. Tu veux monter des projets entrepreneuriaux? Non. » Et Désolé hein, les amis, il y a le gling du midi. Ici, ils sont dessous, j'ai l'impression. c'est pas grave. C'est pas grave. Mais si Voilà. je me suis retrouvé dans la situation où, comme j'étais dans l'expectative, je préparais le terrain pour l'entrepreneuriat, mais j'étais encore aiguisé physiquement et dans l'optique de jouer au basket. Donc, j'étais vraiment en train de faire les deux. Et le Covid est arrivé et a complètement bloqué le développement de tous les projets que j'avais lancés au niveau professionnel. Et ça a bloqué l'opportunité de vraiment prendre part à un projet sportif qui soit cohérent. Donc, je me suis retrouvé vraiment dans une situation totalement insolite et inattendue, quoi. Et j'ai fait le dos rond. J'ai pu faire un travail sur moi-même durant cette période. J'ai rencontré ma partenaire de vie avec qui j'ai eu un enfant. J'ai pu continuer à construire professionnellement des projets qui, je pense, vont pouvoir éclore en 2022. Et donc, j'avais construit ma vie de telle sorte à pouvoir faire le dos rond pendant cette période, ce qui n'était pas forcément le cas de tout le monde. Alors, j'ai usé mes économies, j'ai pioché dans mes ressources, mais aujourd'hui, j'arrive à commencer à trouver une stabilité professionnelle, à trouver une stabilité familiale qui me permette de vraiment m'épanouir et d'avancer avec la certitude que la réussite que Est-ce que tu m'as entendu ou ça a coupé? Ouais, ça coupe un peu, Angelo, mais je t'ai entendu. Tu m'entends, toi, bien? Moi, sans problème. Yes. Ça coupe un peu des fois. Écoute, dans tous les cas, comme je te disais tout à l'heure, enfin, et puis tu as tellement de réseaux, de connaissances et tout ce que tu veux faire. Et c'est ça aussi. C'est, à un moment donné, toute cette histoire-là, que tu as vécu, etc., ça te sert au quotidien, mais c'est aussi prendre tout ça parce que quand tu veux te lancer dans quelque chose, c'est se poser, se demander comment je peux faire en sorte que tout ce que j'ai vécu, tout ce que l'utiliser pour maintenant avancer et pouvoir donner vie à tout ce que tu as envie de donner vie, parce que on n'a pas qu'une seule vie dans une vie, on a plein de vies. Et l'objectif, c'est de continuer. J'adore cette phrase de Steve Jobs, que tu connais, qui dit on ne peut pas connecter les points à l'avance, mais par contre, ce que l'on veut, c'est à la fin de ma vie, je vais pouvoir me dire waouh, ce point-là, il m'a mené là, qui m'a mené là, qui m'a mené là, qui m'a mené là.
gratitude. Ouais. Et, Et, et tu sais, en tant qu'athlète, quand on prend notre retraite sportive, alors moi, j'ai pas subi ça de plein fouet comme d'autres athlètes le font, parce que j'étais plus préparé peut-être à l'après-basket que le sont la majorité de mes collègues. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui sombrent dans la dépression. Et c'est les sportifs de manière générale. Parce que on a une adrénaline du quotidien qu'on ne retrouve plus de la même manière, ou qu'on ne retrouve même peut-être pas du tout. Et on a l'adulation des gens qui nous entourent qui disparaît. On a cette reconnaissance d'une certaine communauté de fans, d'amateurs de notre sport qui disparaît. Il n'y a que les vrais supporters, les vrais fans qui te suivent depuis le début de ta carrière, qui vont continuer à te donner du love après que tu prennes ta retraite. Mais on est dans une vie de l'instant, tu sais. C'est toujours, surtout avec les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est quelle est la dernière mode, quelle est la nouvelle face, le nouveau visage, le dernier venu. Et donc, moi, j'étais prêt à. J'avais. Nous, on s'arrête à 34, 35 quand on est chanceux, mais ça veut dire qu'on a à peine commencé notre vie d'homme. Et donc, il faut trouver le moyen de basculer sur autre chose, quoi. Exactement. Exactement. Mais c'est. Attends, parce que ça coupe un peu. Des fois, ça. Tu m'entends, Angelo? Moi, je t'entends toujours. Ouais. Ok. Ouais. Je t'entends, mais des fois, bon, ça coupe un peu l'image. Mais ce que tu dis, c'est tellement vrai. Ça, c'est vrai que c'est une phase que forcément, quand tu es à fond dans le jus, tu penses pas forcément quand tu es jeune. Mais il y a beaucoup de sportifs et c'est là où l'accompagnement il est intéressant. Tu vois, parce qu'il y a l'accompagnement pendant, mais l'accompagnement après, tu vois, de se dire si moi-même peut-être je sais pas quoi faire, je sais pas comment faire, de prendre quelqu'un pour se poser les bonnes questions, pour renaître encore une fois, tu vois. Ouais. Et parce que on a tellement vécu d'émotions fortes que si tu retrouves pas ces émotions dans ta vie, tu vas vouloir les combler avec quelque chose. Ouais. Tout simplement. Très clairement. Angelo, si tu avais un message, en tout cas, merci les amis, ceux qui sont par là, les amis d'Angelo, pour ce direct, vous avez été nombreux, plein de messages. Et je te soutiens, Angelo, toujours et depuis tout ce temps. Tu ne changes pas, tu restes le même avec toujours le sourire. Et ça se voit, ça se sent, c'est un sourire de l'intérieur. Et c'est vraiment, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé. Je te posais une question puissante. J'espère que ça va pas couper. Si demain tu venais à ne plus être là, c'est-à-dire que tu ne peux rien emporter avec toi, mais tu peux laisser une seule phrase dans ce monde. Quelle est la phrase que tu aimerais laisser à tes enfants ou dans ce monde en général? Ton message gravé dans ce monde. C'est une question puissante, hein. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites. Il y a beaucoup de choses qui pourraient être dites. Si je devais laisser, une phrase, je vous aime et je serai toujours avec vous. Magnifique. Voilà. On va pas faire dans la complication, la philosophie. Faut savoir rester simple. Parfois, les mots les plus simples sont les plus pertinents, tu sais. Magnifique. Merci pour ton message, Angelo. Merci pour tout ce que tu nous as donné aujourd'hui. La messe est faite, comme on dit. Ça n'a pas sonné, mais la messe est faite. Et ça a été, en tout cas, pour moi, vraiment un grand honneur, vraiment, de faire ta connaissance, véritablement. Je suis sûr qu'on va rester en contact et
On se rencontrera quand tout ce Covid sera plus calme. On s'organisera des trucs sympas. En tout cas, un immense merci à toi de ton temps. Les amis qui vont regarder, qui regardent ce live ou qui vont le regarder peut-être en replay, je le partagerai sur YouTube un peu partout. N'hésitez pas à vous abonner au compte Angelo, de regarder tout ce qu'il fait, tout ce qu'il va développer. Tellement de belle énergie, d'amour, de partage, de messages. En tout cas, ça a été pour moi un grand honneur. Angelo, je te souhaite plein de belles choses. Merci On beaucoup. avance ensemble, on reste en contact. Pour moi, c'est ça dans la vie, là. La plus belle des choses, c'est les rencontres que l'on fait. Ça, on peut jamais te les enlever. De vraies rencontres comme ça, on peut jamais te les enlever. Et J'espère. ça bug. Attends, excuse-moi. Ça bug un peu chez moi. Alors, est-ce que ça... Alors, Tu m'entends bon? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? alors, Est-ce qu'il faut que je le fasse avec l'accent? Est-ce que tu alors, m'entends? Est-ce que tu m'entends? là, bizarrement, je t'entends. Je t'entends. Ah, d'accord. Il fallait parler Ah, avec l'accent. peut-être, J'espère qu'on aura l'opportunité de se rencontrer bien sûr. rapidement. Et puis, je te souhaite tout le meilleur. Merci encore, hein. C'est moi qui suis honoré que tu m'aies sollicité pour la vidéo et l'interview. Donc, prends soin de toi, prends soin de ta petite famille. Et puis, pour tous ceux qui nous ont regardés, hein, mes meilleurs vœux pour 2022 et prenez soin de vous tous. Hein. Merci, Angelo. Angelo, prends soin de ton petit Helios. Yes. Et on se rencontrera bientôt. Moi, cette année, j'avais prévu de faire des séminaires sur Paris. Bon, pour l'instant, c'est un peu à l'eau, mais on viendra, c'est une évidence. Et je suis sûr qu'on se rencontrera là-bas. Merci beaucoup. Prends soin de toi. On se tient au courant. Belle journée à vous, les amis. Ce soir, je suis en direct à nouveau à 18h de France avec une athlète aussi exceptionnelle. Donc, si vous voulez assister au live, c'est gratuit. Vous avez juste à vous connecter. Et voilà. Belle journée. Prends soin de toi. À très vite, Angelo. Un immense merci et gratitude. Merci beaucoup. Ciao, ciao.